Chahut Média. Cette partie-là est relativement facile. Reprendre sa place dans le concert des nations, dans la communauté internationale. Et de l'autre côté, faire les comptes avec un passé qui est quand même trouble parce que... Davide Rodogno, professeur d'histoire et de politique internationale, Institut des hautes études internationales et du développement, Genève. En Suisse, on comprend relativement vite que la Suisse a tourné la tête. Tout ça se passait sous les fenêtres de la Suisse et la Suisse n'a pas vraiment bougé plus que cela pour défendre, protéger et accomplir son devoir humanitaire qui est quand même inscrit dans l'ADN de ce pays. À part quelques bombardements qui ont touché Schaffhouse, Bâle ou Zurich, mais qui n'ont pas endommagé son appareil industriel, l'économie suisse est intacte en 1945. À l'heure de la reconstruction de l'Europe, le pays a donc un certain nombre d'atouts à faire valoir. L'avenir qui s'annonce pour lui paraît radieux. Seulement voilà qu'elle doute, la Suisse. Elle doute parce qu'elle a beau être sortie renforcée de la Deuxième Guerre mondiale, sa prospérité s'est faite dans des conditions pour le moins troubles. Et si ces conditions venaient à être révélées au grand jour ? Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse a protégé des cadres nazis facilitant... Ainsi, la Confédération doit impérativement reprendre sa place dans le concert des nations. Pour cela, elle va alors s'appliquer à donner de solides gages aux Alliés et à redorer son blason auprès de la communauté internationale. De quelle manière ? En misant massivement sur l'humanitaire et en bâtissant un grand récit national. Les autres pays veulent faire payer un peu cette image de la Suisse. Et que dit-il ce récit ? Eh bien que ce petit pays de 4 millions d'habitants s'est rendu propre de toutes les propretés durant la Seconde Guerre mondiale. Mais à la toute fin du XXe siècle, voilà que ce récit s'effondrait lorsqu'une commission d'experts forçait la Suisse à faire un travail de mémoire et à examiner son attitude envers les victimes du nazisme pendant et après la Seconde Guerre. Nous disons c'est une honte. La Suisse, son récit national, la commission Bergier et la nécessité de se confronter à son histoire, c'est de cela dont on parle dans le 6e volet de cette série. Un peuple À la frontière, ne peut vivre une série documentaire podcast Chahut Média, et suivre sa destinée Carole Harary, David Brun-Lambert, que s'il a la résolution absolue de se défendre. épisode 5, De se défendre quoi qu'il arrive. Parce qu'on le respecte. le malaise suisse. À l'immédiate après-guerre, les Alliés multiplient les critiques contre la Suisse. Il y a le fait que des accords doivent être signés avec les Alliés pour obtenir que la Suisse s'intègre véritablement dans l'après-guerre. Marc Pernoud, historien, ex-conseiller scientifique de la commission Bergier. Et à ce moment-là, la population est aussi interpellée parce qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. On sait qu'on a échappé à la guerre, mais on soupçonne que c'est aussi parce qu'on a offert des prestations économiques et financières à l'Allemagne. Qu'en est-il, etc. Et puis, les critiques des Alliés se multiplient pendant quelques mois, mais après, il y a la guerre froide qui commence. Dès 1946, on sent qu'il y a des tensions de plus en plus importantes parmi les vainqueurs de la guerre. Donc, petit à petit, ils vont mettre sous le boisseau toutes ces critiques à l'égard des personnes ou des États qui ont pu aider l'Axe. Et à partir de 1947, c'est absolument clair, et ça, les banquiers suisses le disent aux diplomates suisses qui n'avaient pas tout à fait compris, en leur disant maintenant les Américains ont d'autres soucis, il faut renoncer à faire des concessions supplémentaires aux Alliés. Alors, à ce moment-là, se met en place en Suisse un discours très mobilisateur en disant voilà, on était tous unis, les Suisses, derrière notre armée, c'est ainsi qu'on a fait ce qui était nécessaire pour échapper à la guerre.
Et ce discours se base à la fois sur l'image de l'armée, mais aussi sur l'image de la Suisse humanitaire, de la Suisse généreuse. Et c'est un discours qui permet de maintenir la cohésion sociale et politique en Suisse. Directeur de Brown, Boveri & Company, chef dès 1941 de l'important Office de guerre pour l'industrie et le travail, conseiller national radical en 1943, Ernst Spicer dira en 1946, parlant des relations avec l'Allemagne, « Le malaise suisse est un concept à la mode depuis quelque temps, mais plutôt dans les déclarations publiques et les articles de presse que dans les conversations privées ou les discussions de café. » Un tel propos confirme cette constatation. Les reproches des Alliés à la Suisse donnèrent bien à réfléchir autour de 1945, mais ils n'ont guère inquiété l'opinion publique. Ils ont plutôt renforcé un sentiment qu'exprime, par exemple, un rapport sur l'économie de guerre préparé en 1950 par le département de l'économie publique. Ce rapport doit rappeler au peuple suisse qu'il a vécu une période de son histoire économique pendant laquelle de grandes choses ont été accomplies grâce à la volonté de servir, à la faculté d'adaptation, à l'esprit de solidarité et à une heureuse synthèse entre le dirigisme et l'initiative privée. Un extrait du rapport de la commission indépendante d'experts suisses Seconde Guerre mondiale, dite Commission Bergier. Dès le printemps 1945, la Suisse s'emploie donc à mettre en œuvre plusieurs initiatives humanitaires afin de redorer son blason. Parmi ces initiatives, notamment, un engagement accru auprès des organisations internationales, une participation active aux efforts de reconstruction de l'Europe, ou bien encore, et c'est bien ce qui nous intéresse dans ce podcast, un programme d'aide aux réfugiés. Ce programme, c'est dans son cadre que s'inscrit l'accueil des ex-déportés de la résistance française en Suisse, qui est le point de départ de cette série. Mais aussi d'opérations fortement médiatisées, comme celle dite des enfants de Buchenwald, qui a vu la Confédération accueillir pendant 6 mois 370 jeunes adultes survivants de l'enfer nazi. Mais, par exemple, pour reprendre ce que De Haller, donc le plus haut responsable de la politique humanitaire au ministère suisse des Affaires étrangères, l'historien Marc Pernoud. Il dit, dans une note du 28 mai 1945, « Il ne faut pas perdre de vue l'intérêt moral que nous avons à recevoir ces enfants, même au risque d'éprouver d'ici 6 mois ou 1 an quelques difficultés à nous débarrasser de certains d'entre eux. » Et donc cette expression « débarrasser » apparaît plusieurs fois dans cette notice du 28 mai 1945. Donc on accueille ces enfants, ils doivent se refaire une santé grâce à tout ce qu'il y a en Suisse pour rétablir la santé de victimes de la guerre, mais après ils doivent repartir. Monsieur le conseiller fédéral Petit-Pierre, la question de l'hospitalisation d'enfants trouvés en Allemagne dans les camps de concentration, traitée dans ma notice du 23 mai, a été débattue au cours du rapport de ce jour. La division de police proposera au président de la Confédération de solliciter demain l'approbation du Conseil fédéral. À cette occasion, on insistera vraisemblablement sur la nécessité d'obtenir d'un gouvernement l'engagement de nous débarrasser des enfants qui, à l'issue de leur séjour en Suisse, ne pourraient être purement et simplement rapatriés. Hermann Haller, 28 mai 1945. Est-ce que cette opération, vous parlez des enfants de Buchenwald, est-ce que cette opération est médiatisée ? Alors c'est médiatisé dans le sens que vous avez le ciné-journal
les actualités qui passaient dans chaque salle de cinéma avant le film. Et là, il y a plusieurs scènes sur les enfants de Buchenwald. On les voit justement une fois qu'ils sont arrivés. On explique que la Suisse, généreuse et humanitaire, ne peut pas laisser ses enfants dans les camps nazis. Mais on n'utilise jamais dans ce contexte-là le mot « il faut s'en débarrasser ». Ça, c'est dans les documents administratifs. Mais il y a un autre exemple qu'on peut citer, c'est le film « La dernière chance ». C'est un film qui est tourné par des artistes qui sont en grande partie des réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse et qui montre à l'automne 1943 un groupe de réfugiés qui viennent d'Italie du Nord et de militaires alliés qui cherchent à se réfugier en Suisse. Et ils arrivent jusqu'à la frontière. La scène finale est assez dramatique parce qu'ils attendent la décision de Berne et puis finalement Berne décide de les accueillir. Et la dernière image, on voit à travers la neige une colonne de réfugiés avec une croix chrétienne qui viennent se réfugier en Suisse. Et puis ensuite, le film a un grand succès international parce que c'était des artistes qui étaient réfugiés en Suisse à ce moment-là, qui étaient des sommités de l'époque. Donc il obtient un prix au Festival de Cannes en 1946. Et à ce moment-là, les consulats, les ambassades suisses à l'étranger le diffusent en disant voilà, c'est la neutralité, c'est la politique d'asile suisse, etc. Et ça va contribuer durablement à l'image de la Suisse à l'étranger, et évidemment pour la population suisse, parce que c'est plus valorisant pour la population suisse et compréhensible de se dire ah ben oui, on a été un pays généreux, on a fait tout ce qu'on a pu pour venir en aide aux victimes. You must understand our position, however. Switzerland is a small country. Un extrait de La dernière chance, un film de Léopold Lindbergh, 1945. Thousands and thousands of refugees would like to come in. It's their only chance. Where else can they go? Of course we do all we can. But if we have more than we can reasonably support, how are we to feed them? We are an island too now, completely cut off. À partir des années 50, commencent à être publiés des documents allemands que les Alliés publient, après la chute du Troisième Reich, qui montrent une image un peu différente de celle que la Suisse voulait donner d'elle-même. Notamment sur le tampon J, par exemple, montre le rôle de la Suisse dans ce contexte-là. Pour rappel, le tampon J, c'est l'apposition d'un signe discriminatoire dans les passeports des Juifs allemands, introduit en octobre 1938 par les autorités du Reich à l'issue de négociations avec la Suisse. Ce qui amène le gouvernement suisse à mandater un expert, le professeur Karl Ludwig, pour publier un rapport en 1957 sur la politique face aux réfugiés. L'historien Marc Pernoud. Alors on est en 1957, c'est juste après la crise de Hongrie. Donc on veut aussi accueillir des réfugiés victimes non pas du Troisième Reich mais du pacte de Varsovie. Donc à ce moment-là, on dit ah ben voilà, on a peut-être fait quelques erreurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais maintenant en 1957 on a compris, on les accueille, puis après on n'en parle plus. Dans les années 60, il y a de nouveau des discussions sur la politique de neutralité. Il y a de nouveau un grand rapport qui est publié par le professeur Bonjour, qui nuance, par exemple, le rôle de certains dirigeants politiques ou militaires. Ça suscite des discussions, mais pas de manière aussi profonde que plus tard. C'est en fait à la fin de la guerre froide, 89, la chute du mur, que vous avez, dans les années 90, un certain nombre de changements. Vous n'avez plus la guerre froide, donc les Américains n'ont plus besoin de préserver la Suisse en disant c'est un partenaire utile dans le cadre de l'affrontement avec le monde communiste.
D'autre part, vous avez une nouvelle génération qui apparaît, de gens qui n'ont pas forcément vécu la Deuxième Guerre mondiale eux-mêmes, mais qui ont d'autres exigences intellectuelles ou éthiques. Vous avez aussi le fait qu'il y a eu des analyses historiques dans d'autres pays. Tout ça amène à un certain nombre de demandes dans le domaine des connaissances historiques. Et comme les visions traditionnelles du passé de la Suisse étaient incapables de répondre à ces nouvelles questions, finalement, il a été nécessaire de créer une commission indépendante d'experts suisses Deuxième Guerre mondiale, présidée par le professeur Jean-François Bergier, qui avait un certain nombre de questions à traiter, qui étaient surtout des questions économiques et financières, et qui était lié aussi au fait que la place financière suisse s'est développée pendant cette période, mais elle s'est développée à l'abri du secret bancaire. Donc, ce qui voulait dire que les archives des banques et des entreprises n'étaient pas disponibles pour les recherches historiques. Donc, le gouvernement et le Parlement ont décidé que les entreprises privées devaient ouvrir leurs archives pour les membres de cette commission. Ce qu'il veut, c'est qu'on discute effectivement des conclusions, que l'on y réfléchisse, que l'on se regarde dans le miroir, mais surtout... Ruth Dreyfus, ancienne conseillère fédérale. Que l'on apprenne pour que certaines erreurs ne puissent pas se reproduire. La commission Bergier devient une exigence. Elle est nécessaire à un certain moment parce que précisément le monde qui était figé par la guerre froide vient de tomber. Davide Rodogno. La guerre froide n'est plus là et ces dossiers dormants, problématiques, dont beaucoup de monde était au courant en Suisse, refont surface, comme beaucoup d'autres choses en Suisse et dans le monde. Et ils sont problématiques. Ils sont problématiques pour la population, ils sont problématiques pour le gouvernement, etc. Une des manières de faire, très suisse si tu veux, c'est précisément de mettre sur pied cette commission qui va s'occuper de ça de manière très sérieuse, fouillée et précise. Ça, c'est un travail qui est assez extraordinaire, je dois dire. Petit à petit, les archives publiques s'étaient ouvertes, mais ce n'est qu'une partie de la réalité historique, ce qui se passe au niveau officiel. Si vous voulez, pour prendre une image, avec un iceberg, vous avez une partie émergée. C'est les archives publiques que vous pouvez examiner en ayant la motivation et la patience et le temps nécessaire. Mais vous avez tout ce qui est dessous, qui est inaccessible. Et c'est à ce moment-là que, si vous voulez, la commission Bergier, c'était un peu les hommes grenouilles qui pouvaient aller sous la ligne de flottaison de l'iceberg pour découvrir des choses que personne n'avait pu consulter jusque-là. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse a protégé des cadres nazis facilitant leur fuite. La place financière suisse a également dissimulé des avoirs nazis qui avaient été volés aux victimes. Les conclusions de la deuxième série du rapport de la commission Bergier, chargée de faire la lumière sur les relations entre la Suisse et le Troisième Reich, sont plutôt accablantes. Et en l'occurrence, parmi les découvertes importantes, qu'est-ce que la commission Bergier a permis de rendre public, qui était méconnu ? Par exemple, l'importance de la place financière suisse pour l'Axe, où on voit que la force, par exemple, internationale du franc suisse fait que les belligérants, que ce soit du côté de l'Axe ou du côté des Alliés, ont tous besoin du franc suisse à un moment ou l'autre parce que ça devient pratiquement, dans bien des cas, la seule monnaie convertible. Donc tout le monde en veut, donc tout le monde a intérêt souvent à préserver la Suisse pour ces raisons-là. Alors il y a ces facteurs économiques et financiers, il y a aussi des facteurs politiques, militaires et autres qui ont fait que la Suisse a été épargnée. Donc ça relativise le rôle de l'armée, qui est plus aussi importante qu'on a bien voulu le dire.
On a pu analyser aussi toutes les connaissances sur la Shoah qui circulaient déjà en Suisse pendant la guerre, et que donc l'attitude de dire « ah oui, mais on ne savait pas », c'est un peu raisonnable parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. L'autre réalité qu'on a pu montrer aussi, c'est que l'importance du secret bancaire est décisive, mais plus essentiellement par rapport à l'évasion fiscale et la fuite des capitaux. Donc les autorités suisses acceptent dès les années 30 que la place financière suisse se développe ainsi en étant largement hors du contrôle et de la connaissance des autorités publiques. Et c'est dans ce domaine-là que, comme après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez un afflux massif de capitaux étrangers en Suisse. Pas forcément parce que ce sont des capitaux pillés, mais parce que c'est des capitaux qui veulent échapper au fisc et qui donc sont ainsi à l'abri en Suisse si le secret bancaire est vraiment protégé comme par une muraille absolument hermétique. Et quand en 1945, 46, 47, des survivants de la Shoah commencent à venir en Suisse et dire « voilà, mon père avait un dépôt dans votre banque, j'aimerais le récupérer », les banquiers à ce moment-là, et surtout les employés de banque, ont des normes extrêmement strictes du secret bancaire complètement absolu. Et puis alors ils demandent « est-ce que vous avez un certificat de décès de votre père ? Mais il est mort à Auschwitz. Ah oui, mais il faudrait quand même un certificat de décès. » Vous voyez, tout ça. Parce que c'est vrai que du point de vue strictement comptable, si vous voulez, c'est de petites sommes par rapport à la masse des capitaux que les banques suisses gèrent. Mais ce sont des petites sommes qui souvent sont les dernières traces de l'existence des parents de ces victimes. Donc ils n'ont pas du tout compris le problème qui se posait. Ils l'ont vu de manière comptable et statistique alors que c'était un problème humain et historique. La Suisse était la plaque tournante pour l'orpiller dans les pays occupés par l'Allemagne nazie. Dès 1941, les dirigeants de la Banque nationale suisse, la BNS, étaient parfaitement au courant de cela. La bonne foi et la politique de neutralité ne sont pas des arguments probants et n'obligeaient en rien la BNS à accepter cet orvolé. Ce sont là en résumé parmi les conclusions du premier rapport Bergier, publié en 1998. Quant au deuxième rapport Bergier, publié lui en 2000, il concluait, sans aucune complaisance, les autorités suisses ont contribué, intentionnellement ou non, à ce que le régime national-socialiste atteigne ses objectifs. C'est des grandes questions qui ont été débattues depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours, et qui trouvent des réponses, à mon sens, qui ne sont pas toujours correctes. Davide Rodogno. Parce qu'avoir un point de vue politique, moral et de jugement, c'est une chose que tout citoyen, citoyenne doit avoir. Mais notre rôle d'historien n'est pas non plus de juger et d'essayer de comprendre pourquoi certaines décisions ont été prises. Et donc, d'essayer de comprendre pourquoi le gouvernement suisse ne s'expose pas plus que cela pour venir en aide ou pour protéger ou pour protester contre les camps d'extermination dont tout le monde savait qu'ils existaient. Je pense que la Suisse a fait beaucoup. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et je trouve que c'est très facile de critiquer. 50 ans plus tard, je trouve que ça va vraiment un tout petit peu trop loin. Un extrait de L'honneur perdu de la Suisse, un documentaire de Daniel Mona, 1997. Nous, on était là pour défendre notre pays. Voilà. Et puis je me rappelle d'un Noël sous les arbres où j'avais un copain à côté de moi qui pleurait. Et j'y ai demandé pourquoi, et il m'a dit, moi je pense à mes gamins. Alors en dedans de moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, à ce premier Noël? J'ai dit, je défends mon pays.
Et puis, peut-être que je pourrais défendre les gamins à cet homme. Pour des gens qui avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale et surtout l'après-guerre, qui avaient été éduqués et nourris dans la perspective de la Suisse, petit pays neutre, qui se défend avec son armée et qui est une île au milieu de l'Europe en guerre, cette vision était toujours dominante. Alors que les historiens, que ce soit les membres de la commission Bergier, mais aussi d'autres, montraient que les choses étaient plus compliquées, que la Suisse n'était pas un cas particulier dans l'Europe, mais qu'elle était aussi un pays imbriqué dans des relations internationales à de multiples niveaux et pour des aspects les plus importants. Donc ça a créé une remise en cause des images traditionnelles. Alors moi, je me suis particulièrement intéressé dans le cadre du projet Archimob sur comment les personnes ayant vécu en Suisse, les Suisses, ont reçu cette reconstruction de l'histoire qui a eu lieu à partir des années 80 avec l'histoire des fonds en déshérence, l'histoire des avoirs juifs, ensuite les différents débats qu'a suscité le rapport Bergier parmi ces personnes. Laurent Neury, historien, directeur des études à l'Institut des hautes études internationales et du développement, Genève. Et on posait toujours à la fin de l'interview une question où on leur demandait « mais finalement, vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ?» Et on voit que la majorité des témoins se montraient choqués. Donc c'est une remise en question qu'ils vivaient de manière personnelle, où on les attaquait en tant que citoyens suisses, en tant qu'êtres humains. Et du coup, il y avait une certaine consternation, hormis certaines personnes que je qualifierais de plus éclairées peut-être, qui, elles, nous rappelaient qu'il était bon à certains moments de revenir, de questionner les faits, les statistiques, et d'arriver à une révision d'une histoire qui était très mythographiée, si vous me permettez le néologisme, et qui finalement s'appuyait sur des grandes figures comme la figure du général Guisan, le mythe du réduit national, le plan Wallen, où on montrait en fait tout ce que la Suisse avait pu faire pour assurer sa neutralité et ne pas rentrer dans le conflit. Nous disons c'est une honte. Non, ce n'est pas une honte. C'est que le gouvernement suisse avait l'obligation de renvoyer un certain nombre de juifs en Allemagne. Il avait un quota à fournir. Donc c'était intéressant de voir comment cette mémoire collective suisse s'est construite et comment les personnes 50 ans après racontent leur propre histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a différentes tendances dans cette mémoire collective. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'idéologie de l'époque est toujours prégnante dans leur mentalité et que souvent, ils font appel à des mythologies qui étaient imposées par le gouvernement suisse à l'époque. Par exemple, on refoulait les Juifs car on avait peur qu'il y ait des espions de la 5e colonne parmi les Juifs et donc il fallait absolument les repousser. Aussi la peur du chômage, la peur que ces personnes coûtent trop cher à la société. Ils insistent quand même sur le fait que les Juifs ont été accueillis pour certains en Suisse et ils les jugent quelque peu ingrats de critiquer la Suisse. Et leur discours peut se teinter parfois d'antisémitisme et de clichés sur les Juifs. Donc ce qui est intéressant, c'est en tant qu'historien, c'est de déconstruire un petit peu tout ça pour essayer de comprendre ce qui a motivé ce discours et comment ils ont reconstruit leurs souvenirs pour appuyer une certaine idéologie. Malheur à moi, les Suisses comprenaient encore moins que les Français ce qui nous était arrivé. L'atmosphère était pesante. On nous posait des questions insensées. Tout était ainsi extravagant, choquant, humiliant, en nous faisant sentir à quel point nos bienfaiteurs étaient généreux, à nous abriter sous leurs larges ailes, et quelle infinie reconnaissance nous leur devions du début jusqu'à la fin. Ce séjour en Suisse demeure un bien désagréable souvenir.
Simone Weil, à propos de sa convalescence en Suisse romande à l'été 1945. Notre enquête a débuté avec la découverte de séjours de convalescence organisés à l'endroit d'anciennes déportées de la résistance française dont on n'avait jamais entendu parler, avant de découvrir Retour à la vie, l'ouvrage du couple Monnier. Elle s'est notamment ensuite poursuivie entre des dizaines de récits avec l'épopée du train Katzner, dont un très fin connaisseur de l'histoire juive en Suisse, rencontré durant cette enquête, n'avait lui jamais entendu parler. Alors question, comment ces épisodes décisifs ont-ils pu être oubliés ? Mais parce qu'il y a beaucoup d'aspects de l'histoire de la Suisse et des Suisses pendant cette période qui sont tombés dans l'oubli, parce qu'il y a eu une vision sélective du passé de la Suisse qui a été instillée dans la population. L'historien Marc Pernoud. Et de multiples facteurs, si vous voulez, il y a eu la politique des autorités civiles et militaires qui ont fait qu'on voulait parler de certains sujets et pas d'autres. Il y a eu aussi des personnes actives dans ces activités humanitaires qui ne voulaient pas en parler, considérant que par modestie ou par pudeur religieuse, que ce que les victimes avaient subi était tellement épouvantable qu'on ne devait pas valoriser ce qu'on avait fait. Il y a aussi certaines des personnes qui sont venues et qui, à quelques exceptions près, sont reparties ensuite, ne sont pas restées en Suisse, comme Simone Weil, qui a au fond gardé un mauvais souvenir de cette période-là, parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait un décalage énorme entre les mentalités suisses et le vécu des millions d'Européennes et d'Européens. Donc, c'est une situation de malaise dont on n'avait pas vraiment envie de se rappeler. Comment faire vivre la mémoire de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale ? Comment porter le témoignage de celles et ceux qui ont vécu la déportation ? Mais aussi comment grandir aux côtés de parents que la déportation a irrémédiablement abîmés ? Et puis quelle influence l'expérience de l'horreur a-t-elle sur la vie des descendants et des descendantes de ces rescapés ? Ces questions, on les pose dans le dernier épisode de cette série aux descendantes et descendants des ex-déportés de la résistance française accueillis en Suisse que nous avons eu la chance de rencontrer durant l'élaboration de ce programme. On peut quitter le camp par son corps, mais son âme, elle reste là-bas. Il y a une transmission du traumatisme, plus ou moins forte selon qui. On n'en parlait jamais. C'est le titre du dernier volet de cette création podcast. À la frontière. À la frontière, une série documentaire podcast Chahut Média. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Musique originale Léonie Pernet. Ce programme a été rendu possible grâce au précieux soutien de la Loterie Romande, de la Fondation philanthropique Famille Sando et de la commune de Montreux. En partenariat avec la Bibliothèque de Genève et la Maison de l'Histoire, Université de Genève. Et vous dire aussi, si comme nous, à l'écoute de cette série, vous vous êtes posé la question de savoir comment se passe aujourd'hui l'accueil des réfugiés, adultes ou mineurs en Suisse, on vous propose d'aller découvrir sur le site de Chahut Média, chahut.ch, une mini-série conçue en partenariat avec asile.ch qui résume ce qu'il faut savoir de l'accueil et des droits des réfugiés en Suisse aujourd'hui.